Maria Callas, Partie 4. sur 6. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. L'audace de sa mère a été de tout miser sur ce don singulier, tout en risquant, bien sûr, l'avenir de sa fille. Donc, Callas dira plus tard, dans des interviews, dans des écrits et dans certains écrits que l'on a retrouvés après son décès, qui devait certainement faire un livre qu'elle aurait écrit, elle, avec ses tripes et remettant la vérité en place. On a retrouvé ces phrases. « Ma mère me l'a bien fait comprendre. On m'a depuis toujours enfoncé dans le crâne que j'avais ce talent et que j'avais intérêt à ne pas le perdre. Vu la tournure des choses, bien sûr, je n'ai pas à me plaindre. » C'est à l'école qu'elle connut ses premiers tacts en public, mais aussi l'ivresse du succès. Ça la marque. Elle s'aperçoit de quelque chose. Et une camarade qui est restée amie et qu'elle reverra plus tard, dira « Elle n'était pas très ouverte, mais quand elle chantait, ses yeux noirs expressifs étincelaient. » On sent déjà la future comédienne dans cette phrase. Cela lui plaisait beaucoup, on le voyait bien, mais quand le chœur chantait, sa voix se détachait. Nous étions fascinés par sa voix. Tout est dit, tout est écrit par cette amie de Callas, enfant. Evangelia bourre sa fille de nourritures diverses, je vous l'ai dit, parce qu'une bonne voix s'épanouit bien que dans la graisse. Oui, parce qu'encore une fois, vous le disiez tout à l'heure, à l'époque... elle était forte, elle était forte. Pour chanter, il fallait être... Voilà, exactement. Et Montserrat Caballé n'a jamais maigri, elle est forte. Aujourd'hui, quand on voit Yoncheva... c'est l'inverse. C'est l'inverse. Et c'est assez extraordinaire, puisque ces femmes, quand elles maigrissent, elles perdent leur voix. Aujourd'hui, les principales cantatrices, on vient de le voir au moment où on enregistre cette émission, a eu lieu la fête de la musique à Orange, où on parlait hors antenne de ces jeunes qui arrivent, hommes ou femmes, ils sont minces comme un fil et ils projettent cette voix. Il faut remplir cette salle de 9000 spectateurs en plein air, il n'y a que les micros pour captation, mais pas pour projeter la voix, quoi. C'est énorme. Et pourquoi elles grossissent maintenant ? Et parce que là, il y a un autre problème. C'est le problème féminin. Non, on verra plus tard, un peu plus loin. Mais non, une chanteuse a dit on chante selon ses hormones. Ça veut dire qu'à partir d'un certain âge, la modification d'une femme avec la ménopause, certaines, ça ne leur fait rien, et d'autres, ça attaque. Une chanteuse, et je peux vous le dire par connaissance de cause, une chanteuse, les jours où elle a ses problèmes féminins, eh bien, il ne faut pas lui faire chanter La Reine de la Nuit, parce qu'elle a moins bien, ses aigus sont moins nets, etc. La nature est quelque chose d'extraordinaire. Et la voix, on le verra un peu plus tard, par des analyses vocales, je vous en parlerai un peu plus tard, si vous voulez bien. Les cordes vocales, c'est quelque chose d'extraordinaire. Des analyses sur les cordes vocales. Par exemple, Alagna a prêté ses cordes vocales, quand je dis prêter, pour une coloscopie, si je puis dire, de la gorge, une caméra, c'est quelque chose de terrible. Les cordes vocales, ce sont des cordes, et quand elles sont énormes, c'est gigantesque. Et lui, je peux vous dire que ces cordes vocales, et voilà, j'ai parlé de ma sœur tout à l'heure, elle avait des cordes vocales, et j'ai gardé les analyses du médecin, elle aussi, elle s'était prêtée en tant que corde vocale pour les soprano coloratours. Attention, donc c'est Lily Pons, etc. Maddie Mesplay, la voix qui casse le verre. Et ça, c'est vrai. Voilà, donc Evangelia veut s'occuper de sa fille. Il y a le divorce qui est prononcé entre Georges et elle en 1937. Et plus d'argent, plus rien. Ils sont obligés, la mère et les deux filles, sont obligés de regagner la Grèce, alors que Georges, lui, reste aux États-Unis et fait son bout de chemin à lui. Alors, qu'est-ce qu'elle fait ? Evangelia a besoin d'argent. Je vous l'ai dit que c'était une femme qui aimait les belles toilettes, qui aimait vivre, etc. Elle tente dans un premier temps d'inscrire Maria. Et oui, c'est Maria qui va faire bouillir la marmite, comme on dit. Maria au tout nouveau conservatoire d'Athènes, mais elle est refusée car sa voix n'est pas assez travaillée et elle ne connaît surtout pas le solfège. C'est inné. Elle chante, elle joue, elle se met au piano. C'est l'oreille qui fait, comme beaucoup de musiciens, surtout des musiciens de ces pays, comme des pays de l'Est. J'ai rencontré des musiciens extraordinaires dans ma carrière. Je leur mettais une partition, ils étaient incapables de la déchiffrer. Alors que tout était juste. L'oreille absolue, les deux en plus. Ça peut apporter des choses extraordinaires et apporter de la fragilité aussi, puisque on est obligé de travailler. Alors Callas, qu'est-ce qu'elle va faire ? Maria,
Elle n'a que 13 ans et demi quand elle redécouvre son pays qu'elle n'avait jamais connu, en fin de compte, puisqu'elle est née aux États-Unis. C'est sa première découverte. Mais qu'importe, Evangelia ment sur l'âge de sa fille et demande à Trivella, la directrice du conservatoire et professeure reconnue, de lui enseigner le chant moyennant une somme modeste, car la famille, je vous l'ai dit, est désargentée. Trivella se souvient de cette jeune adolescente grassouillette et extrêmement myope depuis son enfance. Callas porte de très très grosses lunettes et après, quand elle a pu supporter ou pas supporter, et oui, là c'est de l'autre côté du rideau, je vous dis des vérités. Là, tout à l'heure, je vous ai parlé comment on pouvait la diriger. Porter d'énormes lunettes. J'ai une photo qu'on peut découvrir avec Callas avec des lunettes. Elle les a interdites un peu partout. Et elle avait du mal de temps en temps à supporter ces fameuses petites lentilles qui étaient à l'époque dures. C'est pas les souples ou les semi-souples d'aujourd'hui. C'était vraiment les choses dures à supporter. Et comme elle vivait, elle avait énormément de larmes. Elle vivait tellement son chant qu'elle avait du mal. Elle avait du mal à supporter ces verres de contact pendant toute une représentation. Et il faut savoir, c'est de l'autre côté du rideau. Et Trivella se souvient de sa voix, qui avait un timbre chaud, lyrique, intense, qui tournoyait, brillant de mille feux, emplissant l'air d'échos mélodieux, cristallin comme un carillon. Elle était à plusieurs points de vue étonnante, un futur grand talent qu'il fallait contrôler, entraîner, discipliner, pour qu'elle jaillisse avec toute sa brillance. Voilà là les phrases qui donnent déjà le futur tempérament de Callas dès qu'elle arrive en Grèce. Dès les premières leçons, on se rend compte que la tessiture est celle d'un soprano lyrique, parce qu'on a toujours, et encore à ce jour, on le verra un peu plus tard, je vous donnerai quelques détails, on a toujours du mal à classifier la voix de Callas. Et soprano coloratura, soprano lyrique. Elle est soprano lyrique. Mais elle a travaillé, ça je vous le dis tout de suite, avant même les futures phrases, elle a tellement travaillé sa voix, que ce soit dans le médium, dans les basses qu'elle atteint, dans certains rôles et dans les aigus qu'elle balancera plus tard, qui sont inimaginables, surtout quand elle chante à Vérone. Elle étonne tellement le public. Elle a des standing ovations pour la première fois de sa vie, tellement les gens n'ont jamais entendu une voix. Elle va travailler cette voix, travailler. Et bien sûr, elle la travaillera. On va voir quelques détails qui vont faire comprendre que cette voix, aujourd'hui, peut plaire ou ne pas plaire. Parce qu'elle aura ce vibrato qu'elle a déjà jeune. Là, on a écouté une voix simple, une voix magnifique. Mais on l'a un peu plus tard, quand on va écouter un prochain morceau, on va entendre légèrement ce vibrato qui apparaît. Parce qu'elle étend sa tessiture vocale. Elle a un souffle inimaginable, un souffle, une puissance extraordinaire que de ma vie, je n'ai jamais entendu. Pourtant, j'ai côtoyé des chanteuses, j'ai appris mon métier en étant figurant sur scène. Je peux vous parler de Montserrat Caballé dans des ouvrages comme Turandot, où il faut en balancer, mais vraiment en balancer. Je n'ai jamais entendu la puissance qu'avait Callas ou autre. Donc, ou même quand après, en coulisses ou à mon poste de commandement, j'ai entendu des voix sublimes, mais une puissance comme ça, j'ai rarement entendu. Donc, ça va aller en montant assez vite, parce qu'elle va devenir une élève modèle, comme dit Trivella, fantastique, elle est exigeante. Quand je disais qu'elle travaillait, elle est dévouée à ses études, corps et âme. Ses progrès étaient phénoménaux, elle va très très vite. Elle travaille de 5 heures à 6 heures par jour. En 6 mois, elle était capable de chanter les arias les plus difficiles du répertoire. Il faut savoir qu'elle avait une mémorisation extraordinaire. Elle était capable, ça je l'ai su et je l'ai revu il n'y a pas longtemps en préparant cette émission, elle était capable d'apprendre un rôle en 6 jours, complètement, partition, tout, avec ou sans partition, et de prévoir les moments où elle allait acter le geste avec la parole, avec l'intonation musicale qu'il fallait, et que le chef d'orchestre, bien souvent, le fameux Jojo, pour l'appeler comme elle l'appelait, c'est-à-dire Georges Prêtre, un grand chef d'orchestre connu aussi, que j'ai eu le plaisir de partager pas mal de discussions et de le voir à l'œuvre avec Callas.
eh bien, c'est lui qui l'a poussé à faire des enregistrements lorsqu'elle a arrêté, et notamment le Carmen avec l'Opéra de Paris, les chœurs et l'orchestre. L'enregistrement s'est fait à la Salvagram, avec Imai, bien sûr. Pardon. Et donc, cette façon qu'elle avait d'absorber tout, de contrôler, ça exprimait déjà dès le départ, à 14 ans, à 13 ans et demi quand elle est là, à 14 ans, 15 ans, le grand talent qu'il fallait contrôler, dont on disait, et qui jaillissait de partout.